C'est moi, vous me reconnaissez? Vraiment, je ne vous dis rien? Pourtant, c'est pas faute d'avoir envahi vos médias, vos réseaux sociaux, vos élections, mais aussi et surtout vos opinions. C'est vrai, j'ai petit à petit contaminé tout votre écosystème, celui au sein duquel vous vous informez et forgez votre vision du monde. Je suis l'infox. La nouvelle épidémie du web? J'ai quelques cousines qui peuvent servir mon sombre dessein. Mensonges, manipulation, désinformation, diffamation, rumeurs ou encore fausses croyances. Ma petite spécificité, c'est que j'ai l'air d'être vraie. Certains vont me faire confiance, penser que je suis fiable, voire même me partager avec leurs proches. Ou encore me défendre. Comment on en est arrivé là? Quelle est la source de ma propagation? Et existe-t-il un remède qui pourrait vous protéger contre mes effets les plus virulents? C'est ce que nous allons voir. Tout commence par la manière dont vous vous informez. Parmi les médias à votre disposition, il y en a deux dont vous raffolez, quel que soit votre âge. La télévision et Internet. Mais selon votre âge, vous allez peut-être préférer la radio, En effet, 24% des seniors privilégient la radio pour s'informer. les réseaux sociaux, 62% des jeunes s'informent essentiellement sur les réseaux sociaux. et en priorité des médias sociaux dédiés à l'image et au divertissement. Comme Instagram, YouTube ou encore Snapchat. Des réseaux sociaux, mais parfois boudés par les seniors. Et oui, seulement 6% des seniors considèrent les médias en ligne et réseaux sociaux comme des sources fiables d'informations. Ensuite, il y a l'environnement que vous m'avez offert pour m'épanouir. Depuis quelques années, vous vous êtes mis à douter de vos médias et des journalistes. Alors que la presse a pour mission de vous informer à l'aide de faits vérifiés, vous remettez parfois en cause sa capacité à faire barrage contre moi, la fake news. 52% des Français considèrent qu'il y a beaucoup d'informations erronées dans les médias traditionnels. Vous lui reprochez parfois de privilégier le spectacle à une information factuelle de qualité. C'est un reproche que font 35% des répondants. Ils reprochent aux médias de recourir au sensationnalisme et à l'information spectacle. Alors que la presse a vocation à constituer un contre-pouvoir, il vous arrive de la soupçonner d'être compromise et partisane du monde politique et économique. Qualité des sources, indépendance financière et neutralité sont les 3 premiers critères privilégiés par les répondants pour juger de la fiabilité d'un média. D'ailleurs, vous avez tendance à préférer des médias réputés pour leur indépendance du pouvoir politique et des puissances financières. C'est pourquoi le Canard enchaîné et Mediapart sont les 2 premiers médias de confiance des répondants. Si vous faites plutôt partie des millennials, vous aurez tendance à vous tourner vers des médias 100% sociaux ou digitaux. Ces médias sont majoritairement marqués par un militantisme revendiqué, une ligne éditoriale subjective misant sur l'émotion et des formats courts, souvent de la vidéo. On parle de Combini News, Vice, Loopsider, Brut ou encore Melty. Vous utilisez de plus en plus le web et les technologies numériques pour vous divertir, mais aussi pour vous informer. Or, plusieurs de vos intellectuels et universitaires s'inquiètent des effets du numérique sur votre agilité intellectuelle, et donc sur votre capacité à vous protéger contre les fausses croyances. Comme le dit Gérald Bronner, sociologue, Internet a contribué à l'avènement d'une démocratie des crédules. Ou encore Bruno Patino, journaliste qui estime que l'économie de l'attention propre au web limite notre aptitude à analyser l'information. En effet, plus on accorde de l'attention au réseau, plus on leur donne d'outils pour capter notre attention. Et soyons honnêtes, vous avez cédé à plusieurs comportements à risque qui m'ont facilité les choses. Sans compter que vous manquez encore de culture médiatique et numérique, ou d'anticorps si vous préférez. Bon ok, vous avez compris, ou peut-être pas encore complètement, qu'une information, ça se vérifie. 55% des adultes et 30% des jeunes ne croient en une information que s'ils l'ont vérifiée par eux-mêmes. Mais vous allez souvent échouer dans votre quête. 78% des jeunes, et c'est énorme, échouent à identifier le Gorafi comme une source d'information parodique. 15% des jeunes prennent une opinion individuelle exprimée sur un article parodique pour une véritable information révélée par un journaliste. Et il me reste encore pas mal d'espace pour m'immiscer dans vos pensées et faire basculer vos opinions. Un adulte sur 10 cède à ce qu'on appelle l'effet gourou, qui les amène à adhérer spontanément à une information diffusée par une personne en qui ils ont confiance. Ou encore 13% des jeunes qui sont susceptibles d'adhérer à une rumeur infondée au seul prétexte qu'ils en ont déjà entendu parler.
7% des jeunes font spontanément confiance à une information partagée par un proche. 6% des jeunes et 2% des adultes considèrent encore qu'une information peut être fiable si elle est accompagnée d'une photo ou d'une vidéo de bonne qualité, et ça, malgré les risques de trucage. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une de mes plus belles réussites de ces dernières années. Je veux bien sûr parler de la controverse anti-vaccin. Sur ce sujet de santé publique, j'ai réussi à faire douter bon nombre d'entre vous. Et oui, 43% des Français pensent que la nocivité des vaccins serait volontairement dissimulée par des pouvoirs publics à la solde de l'industrie pharmaceutique. La couverture médiatique a relayé les doutes éprouvés par une part croissante de la population. On retrouve près de 15% des 3500 articles publiés sur les vaccins dans la presse en un an qui font mention des controverses anti-vaccins. Vos libraires ont aussi été pris d'assaut avec les auteurs qui ont alimenté à la controverse anti-vaccin. C'est le cas des 3/4 des 20 premiers livres proposés par le site de Fnac.com sur la recherche vaccin, qui mettent en doute la sûreté, l'efficacité ou la nécessité des vaccins. La communauté anti-vaccin a progressivement investi les blogs et les forums en ligne. Plus de 88% des 416 tribunes publiées dans 3 blogs publics sont anti-vaccins. D'autres ont multiplié les pétitions en ligne pour relayer encore et toujours cette controverse. La moitié des pétitions publiées sur change.org à propos des vaccins relaient la rhétorique anti-vaccin. Mais j'ai un terrain de chasse favori où les propagateurs et décrypteurs de fake news se livrent une bataille sans merci. Commençons par une rapide revue des troupes en présence, c'est-à-dire les communautés d'utilisateurs identifiées comme les plus engagées sur le sujet sur Twitter, les anti-vaccins et les pro-vaccins, ces derniers que l'on retrouve en plus grande proportion en Île-de-France. Rapprochons-nous de la communauté anti-vaccin. À sa tête, ces 12 derniers mois, nous retrouvons un duo de chefs de file particulièrement efficace. La première, la pédiatre et cancérologue Nicole Delépine, à la tête d'un blog et auteur de plusieurs livres développant un argumentaire anti-vaccin. Et de l'autre côté, le pharmacien Serge Rader, auteur du livre Vaccin, oui ou non ? Les armes de prédilection de la communauté anti-vaccin s'appuient sur un panel varié d'arguments, plus ou moins radicaux et non validés par la communauté scientifique. La composition des vaccins, notamment avec la présence d'aluminium ainsi qu'une corrélation supposée avec le risque d'autisme chez l'enfant. Ce sont les 2 principaux arguments investis par les anti-vaccins sur Twitter en 2019. Figure ensuite la critique directe de plusieurs vaccins avec à sa tête le Gardasil, qui serait accusé de provoquer le cancer du col de l'utérus, ou encore le vaccin contre la rougeole, jugé à la fois inefficace et inutile. Enfin, on retrouve la corrélation entre vaccins et sclérose en plaques, l'accusation de corruption du pouvoir politique et des scientifiques par les lobbies des laboratoires pharmaceutiques, ou bien encore une fake news qui a beaucoup circulé ces derniers mois, la présence de fœtus avortés dans les vaccins. Pour s'informer et illustrer leur argumentaire, les pro-vaccins puisent allègrement dans la presse spécialisée et les sources officielles de la communauté scientifique. À l'inverse, les anti-vaccins s'appuient sur une myriade de blogs et de sites d'information à l'écart de la presse traditionnelle et des journalistes, et sur lesquels les fake news dans mon genre ont leur quartier. Le blog du docteur Delépine fait partie des premières sources privilégiées par la communauté anti-vaccin au cours des 12 derniers mois. Il est partagé 64 fois plus par les anti-vaccins que par les pro-vaccins. Le site d'information complotiste Exoportail, lui, est partagé 47 fois plus par les anti-vaccins. Le site L'Union populaire républicain, parti présidé par François Asselineau, lui, est partagé 42 fois plus par les anti-vaccins que par les pro-vaccins. On continue avec la web TV TV Liberté, qui revendique un positionnement politique conservateur et identitaire et qui est partagé 40 fois plus par les anti-vaccins que par les pro-vaccins. Et enfin, le blog d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation, est partagé 31 fois plus par les anti-vaccins que par les pro-vaccins. Outre ces sources d'informations, disons, particulières, j'observe que les militants anti-vaccins ont une certaine propension à adhérer à plusieurs thèses conspirationnistes. Parmi les utilisateurs les plus engagés au sein de la communauté anti-vaccin sur Twitter, 48% ont publié au moins un tweet soutenant la thèse du grand remplacement, 44,3% ont publié au moins un tweet climato-sceptique, près de 23% au moins un tweet souscrivant à la thèse du nouvel ordre mondial et près de 13% souscrivant à la thèse des chemtrails. Mais heureusement pour vous, et malheureusement pour moi, des solutions sont à votre disposition pour vous protéger contre moi, la fake news.
Mais il y a encore du boulot. Eh oui, 15% des adultes et 5% des jeunes déclarent ne pas savoir comment vérifier une information. Parmi les jeunes qui ont appris à vérifier une information, Un tiers déclare avoir appris seul et 10% ont appris avec des amis. ce qui peut déboucher sur de mauvaises pratiques et habitudes, et par conséquent à une plus grande porosité aux fausses nouvelles et aux croyances largement partagées en ligne. Un jeune sur 10 affirme ne pas avoir besoin d'apprendre à vérifier une information. C'est pourquoi sans doute vous avez compris la nécessité de vous appuyer sur l'éducation pour constituer votre défense. C'est le cas de 54% des adultes qui considèrent l'éducation à l'information comme un enjeu primordial. Vous savez aussi que vous pouvez compter sur la presse pour vous aider dans votre quête d'une information fiable. Les journalistes sont toujours considérés comme les premiers acteurs à devoir s'engager dans la lutte contre la propagation de fake news. Et vous avez saisi que le web, s'il est bien utilisé, peut constituer une arme redoutable contre les fake news dans mon genre. Et oui, en effet, 66% des répondants considèrent que le web a eu un impact positif sur leur niveau d'information. Vous avez d'ailleurs pris le réflexe de consulter plusieurs plateformes en ligne ou sites d'information dédiés au fact-checking. Checknews.fr, Oxbuster.com, les décodeurs font partie des médias de prédilection cités par les répondants. Enfin, vous pouvez compter sur le pouvoir législatif et politique pour vous protéger. Comme 8 Français sur 10 qui se disent favorables à une loi visant à lutter contre les fake news. À condition de ne pas mettre en péril votre liberté d'expression, notamment sur Internet. En effet, 45% des Français sont opposés à une restriction de la liberté d'expression sur Internet et sur les réseaux sociaux. Pour conclure, à défaut de remède miracle, il y a 2 idées principales à retenir pour éviter de tomber dans mon piège. Tout le monde peut se tromper. Votre meilleur outil de fact-checking, C'est vous!